Les sombres coulisses de la ville éternelle. Rome, connue dans le monde entier comme la ville éternelle, berceau de l'Empire romain et symbole de la puissance occidentale, est aussi l'épicentre de l'une des organisations criminelles les plus anciennes et les plus complexes au monde, la mafia italienne, en particulier la 'Ndrangheta ***, responsable d'infiltrations sans précédent sur l'ensemble du continent européen. Alors que les touristes du monde entier visitent le Colisée, le Vatican et les pizzerias, peu d'entre eux savent que derrière la façade touristique, un réseau de pouvoir illégal contrôle des secteurs entiers de l'économie, de l'industrie alimentaire à la finance, en passant par la politique et la culture. L'Italie, c'est bien plus que la pizza, la mode et le football, c'est un pays où le crime organisé se fait passer pour une tradition familiale. La 'Ndrangheta, originaire de Calabre, dépasse aujourd'hui en puissance et en influence même la mafia sicilienne, avec un revenu estimé à 53 milliards d'euros par an, soit plus que de nombreuses entreprises du classement Fortune 500. Cette organisation opère dans toutes les parties du monde, contrôlant les routes internationales de la drogue, la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent et même les secteurs de la haute technologie et de la construction. Ses dirigeants, appelés parrains, sont des personnages presque intouchables, protégés par un réseau d'omerta, code du silence, qui imprègne la société italienne depuis des siècles. Mais le crime organisé n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'Église catholique italienne, par exemple, est le théâtre de scandales de corruption, d'abus sexuels et de blanchiment d'argent qui vont bien au-delà de cas isolés. Le Vatican est accusé d'être un paradis fiscal et une cachette pour les criminels internationaux et les politiciens corrompus, le tout sous le couvert de l'immunité diplomatique. La Banque du Vatican a déjà été impliquée dans des scandales de blanchiment d'argent et de fraude impliquant des millionnaires, avec des liens directs avec des organisations mafieuses et des États en faillite. Dans la vie de tous les jours, les familles italiennes sont prises en otage par un système où les emplois et les opportunités dépendent de la loyauté envers des groupes spécifiques. Les propriétaires de petites entreprises paient des droits au crime organisé pour pouvoir fonctionner, et les hommes politiques sont financés par des factions criminelles en échange de faveurs juridiques et d'une protection judiciaire. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge que le fait de trop parler peut coûter la vie à toute la famille. Le football italien, mondialement connu grâce à des clubs comme la Juventus, l'AC Milan et l'Inter, cache des liens dangereux avec le blanchiment d'argent de la criminalité organisée. Les équipes sont utilisées pour blanchir des fortunes, manipuler des paris et contrôler des supporters organisés qui fonctionnent comme des armées privées pour des groupes criminels. Les joueurs et les dirigeants sont contraints de participer à des systèmes de corruption et de fraude sportive. Les médias italiens sont également sous le contrôle d'intérêts occultes. Les journalistes qui enquêtent sur le crime organisé et la corruption sont menacés, agressés ou tués. Le cas le plus célèbre est celui du journaliste Paolo Borsellino, assassiné en 1992 pour avoir dénoncé les liens entre la mafia et la politique. Les scandales sont étouaillés par des groupes puissants et la population est tenue dans l'ignorance de l'ampleur réelle du problème. L'éducation en Italie est paralysée par des grèves incessantes, le manque d'investissement et la corruption dans la distribution des ressources. Les écoles publiques sont négligées, tandis que les écoles publiques fréquentées par l'élite reçoivent des fonds publics par le biais de systèmes frauduleux. Les enseignants sont soudoyés pour changer les notes des élèves issus de familles puissantes, perpétuant ainsi un cycle de privilèges. Le système judiciaire italien est lent, bureaucratique et facilement corrompu. Les AR contre les mafieux peuvent durer des décennies sans être résolus, tandis que les victimes sont intimidées ou achetées pour qu'elles ne témoignent pas.
les juges et les procureurs vivent sous escorte armée en raison du risque d'assassinat. Le tourisme, l'un des piliers de l'économie italienne, est affecté par les prix excessifs, le blanchiment d'argent et l'exploitation des travailleurs immigrés. Les hôtels, les restaurants et les auberges sont contrôlés par des cartels qui fraudent le fisc et versent des salaires de misère. Les touristes ne se rendent souvent pas compte qu'ils alimentent une économie illégale qui exploite les plus vulnérables. Les entreprises familiales, symboles de la culture italienne, servent souvent de couverture à des activités illégales. Les boulangeries, les marchés et les magasins de vêtements servent de points de vente de drogue, d'armes et de produits de contrebande. Les membres de la famille sont recrutés pour occuper des postes clés dans la structure criminelle, ce qui leur assure loyauté et silence. La santé publique italienne, autrefois un modèle pour le monde entier, s'est en raison des coupes budgétaires, de la corruption et de la mauvaise gestion. Les hôpitaux sont confrontés à un manque de médicaments, à des équipements obsolètes et à une surpopulation. Les professionnels sont soudoyés pour donner la priorité aux patients issus de familles influentes, tandis que les gens ordinaires meurent dans les îles d'attente. Une culture de la peur imprègne la société italienne, où dénoncer un acte répréhensible peut vous coûter la vie. Les victimes de la criminalité organisée ne cherchent souvent pas à obtenir justice par crainte de représailles. Des communautés entières vivent sous le contrôle de groupes criminels, la police et les autorités étant compromises ou inopérantes. L'avenir de l'Italie est menacé par cette structure de pouvoir parallèle qui érode les institutions démocratiques. Les jeunes émigrent en masse vers d'autres pays à la recherche d'opportunités et de sécurité, tandis que les personnes âgées sont abandonnées dans des asiles surpeuplés et négligés. Abonnez-vous à la chaîne pour connaître les prochaines séquences, vous plongerez encore plus profondément dans les secrets de l'Italie. Alors que les touristes du monde entier se rendent en Italie fascinés par l'art de la Renaissance, les pizzas faites à la main, la mode milanaise et le football dans les stades olympiques, peu d'entre eux imaginent ce qui se cache derrière l'écran de fumée de la Dolce Vita. Le deuxième chapitre de cet itinéraire plonge dans les entrailles de l'État du Vatican, le monde souterrain des musées, des vêtements luxueux et des cuisines qui préparent des plats qui ont enchanté le monde entier, révélant un pays où beauté et corruption sont royablement liées. Au cœur de Rome, quelques mètres séparent le Colisée, symbole de gloire et de puissance, des murs du Vatican, véritable État autonome avec son propre souverain, le pape, sa police, son système bancaire et, surtout, ses secrets que peu osent révéler. Le Vatican n'est pas seulement le centre spirituel du catholicisme, mais aussi l'une des institutions les plus énigmatiques de la planète. Depuis des siècles, ce micro-État a accumulé des richesses incalculables, un pouvoir politique et une influence mondiale, fonctionnant comme une véritable plaque tournante du pouvoir parallèle. Le Saint-Siège possède des centaines de propriétés dans le monde, des palais de la Renaissance aux hôtels de luxe, et son rôle dans les négociations internationales est souvent sous-estimé. La Banque du Vatican, connue sous le nom d'IOR, Institut pour les œuvres de religion, était autrefois considérée comme la banque la plus secrète du monde, une réputation bâtie sur les nombreux scandales financiers qui ont marqué les 20e et 21e siècles. Des enquêteurs indépendants, des journalistes et même des agences internationales ont découvert des preuves de blanchiment d'argent, de fraude, de trafic d'influence et même de participation à des escroqueries financières portant sur des milliards d'euros. L'IOR a fonctionné pendant des décennies comme une institution opaque, défiant souvent les régulateurs internationaux et les gouvernements étrangers, protégés par l'immunité diplomatique et le secret absolu de l'Église. Que feriez-vous si vous découvriez que même le représentant direct de Dieu sur terre
peut manipuler le destin de nations entières par une simple signature? Plus inquiétant que les scandales financiers, cependant, sont les rapports impliquant des assassinats politiques, des disparitions mystérieuses de prêtres, de diplomates, même du pape lui-même. Des documents divulgués ces dernières années suggèrent que l'histoire du Vatican est jonchée de morts suspectes, d'enquêtes avortées et de silence. Acheté. L'un des épisodes les plus controversés est le meurtre du banquier italien Roberto Calvi, dont le corps a été retrouvé pendu sous le célèbre Bankers Bridge de Londres au début des années 1980. 10 ans plus tard, l'affaire Amato, impliquant des espions et le détournement présumé de millions de dollars de l'IOR, est devenu l'un des plus grands mystères du XXe siècle, non résolus à ce jour. L'influence du Vatican s'étend bien au-delà de Rome. Les évêques et cardinaux italiens font partie intégrante de la géopolitique locale, influençant les élections, les accords économiques et même la nomination des juges et des procureurs. Dans de nombreux cas, le simple soutien ou la bénédiction spirituelle d'un prélat peut signifier la réussite ou l'échec d'un projet politique ou d'une carrière commerciale. Le lien entre l'Église et l'État italien est aussi ancien que l'histoire de la nation elle-même est définie encore. Aujourd'hui, l'orientation du pays, souvent pour le pire. Des scandales tels que Vatilic, qui a révélé l'existence de dossiers secrets sur l'homosexualité, la corruption et la trahison au sein du Saint-Siège, montrent que le Vatican est un monde à part, où même la sainteté peut être négociée. La pizza, symbole gastronomique de l'Italie, est également entourée de mystères et de controverses. Berceau de la pizza napolitaine, le sud de l'Italie est dominé par des familles traditionnelles qui se disputent le contrôle des meilleures matières premières, des meilleurs fours et même des meilleurs chefs. Derrière les recettes familiales et les traditions culinaires qui font le bonheur du monde entier se cache une économie souterraine alimentée par l'extorsion, la contrebande de produits et le blanchiment d'argent. Les pizzerias sont souvent utilisées comme des façades pour des activités illicites, et même la qualité de la tomate San Marzano peut être considérée comme une question de vie ou de mort pour ceux qui tentent de défier l'ordre établi. La tradition du pizzaiolo, personnage central de la culture napolitaine, est loin d'être une simple vantardise gastronomique. Elle est aussi, dans de nombreux cas, synonyme de résistance face à un système de pression, où les entrepreneurs qui refusent de se soumettre aux règles des groupes dominants peuvent être victimes de sabotage, de boycott et même de violence. En 2017, l'un des pizzaiolos les plus célèbres de Naples, Ciro Salvo, a dû fermer sa pizzeria après avoir reçu des menaces de la part de groupes liés à la Camorra, une organisation criminelle qui a même contrôlé l'approvisionnement en farine des pizzerias de la ville. Les histoires de chefs qui disparaissent après avoir tenté de créer de la concurrence sont monnaie courante dans le monde interlope des grandes villes italiennes. Mais pourquoi la pizza, symbole de joie et d'hospitalité, est-elle au cœur de tant de conflits? Parce que, outre sa valeur symbolique, cette friandise génère des milliards d'euros par an, non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Le marché de la pizza est une fantastique machine à blanchir l'argent, où les faux billets, les profits illégaux et les fortunes cachées se diluent dans la pâte, la sauce tomate et le fromage. Les grandes chaînes de pizzerias servent de voile aux opérations criminelles, qu'il s'agisse de l'importation illégale d'ingrédients ou de la dissimulation de capitaux du crime organisé. Dans le domaine de l'art, l'Italie abrite certaines des créations les plus précieuses de la planète. Les œuvres de Léonard, Michel-Ange, Caravage et Botticelli sont des trésors nationaux qui attirent des collectionneurs du monde entier. Mais le pays est aussi le centre d'un marché de l'art clandestin qui brasse des sommes colossales. Le trafic d'œuvres d'art est l'une des activités les plus lucratives de la criminalité organisée.
italienne, vol, falsification et contrebande internationale. Des galeries et des musées renommés, voire le Vatican lui-même, ont été cités dans des systèmes internationaux de blanchiment d'argent, où des peintures et des sculptures de grande valeur servent de monnaie d'échange entre les mafiosi, les hommes politiques et les banquiers internationaux. La récupération des œuvres volées est l'un des principaux combats du gouvernement italien, mais le travail des carabiniers, police italienne, est souvent entravé par la bureaucratie, la corruption et les pressions économiques. Restauration frauduleuse. Rapports trafiqués, musées achetant des pièces d'origine douteuse à des prix astronomiques sont des pratiques courantes dans le secteur. Ce que beaucoup ignorent encore, c'est que la restauration d'œuvres d'art peut être une activité lucrative pour les groupes criminels, qui contrôlent tout, des laboratoires d'analyse aux ventes aux enchères internationales. Le vol des peintures du Caravage, des fresques de Pompéi et même du célèbre tableau La Seine ont déjà fait l'objet d'enquêtes sur des cas de contrebande internationale, impliquant des milices, des hommes politiques et même des membres éminents de l'Église. La mode italienne est un autre joyau de la culture nationale, dont la renommée résonne depuis des décennies dans les grandes capitales du monde. Milan, connue comme la capitale de la mode, abrite de grandes marques telles que Versace, Gucci, Armani et Prada, ainsi que d'innombrables créateurs indépendants. Cependant, derrière le glamour se cache un monde souterrain de trafic de main-d'œuvre, de corruption, de blanchiment d'argent et de cartels de contrôle qui dominent l'ensemble de la chaîne de production. 2. Grands fabricants de vêtements de luxe ont déjà été accusés de maltraiter leurs employés, d'utiliser de la main-d'œuvre immigrée dans des conditions précaires et même d'exploiter des enfants dans les pays pauvres pour produire des tissus et des accessoires destinés au marché européen. Le faible prix payé aux travailleurs du textile contraste avec les prix exorbitants pratiqués dans les boutiques de luxe de la Piazza Monte Napoleone à Milan. Le tourisme, qui génère une part importante de l'activité économique du pays, est aussi un facteur de développement économique. Les médias italiens, qui pourraient être un contrepoint au pouvoir parallèle, deviennent souvent des alliés ou des otages d'intérêts cachés. La tradition du journalisme d'investigation est forte, mais les journalistes qui abordent des sujets sensibles, tels que les liens entre les hommes politiques et la mafia, ou la corruption dans le système judiciaire, sont souvent menacés, emprisonnés ou persécutés. Le meurtre du journaliste Paolo Borsellino, tué dans un attentat à la bombe en 1992, n'est qu'un des cas emblématiques de répression de la presse indépendante. Aujourd'hui, de nombreux médias sont traités avec suspicion, la couverture des scandales étant souvent et tout à accent aigu par des pressions économiques et politiques. Le football, passion nationale du peuple italien, ou des équipes historiques comme la Juventus, Milan, l'Inter, la Roma et le Napoli ont connu la gloire internationale, également pris dans le même engrenage de la manipulation, du crime et du pouvoir. Les matchs truqués, mais aussi le blanchiment d'argent, le trafic de joueurs, la corruption des arbitres et les liens avec le crime organisé font partie de la vie quotidienne des grands clubs. Des AR comme le scandale du Calciopoli, révélé en 2006, ont mis au jour des systèmes de trucage de matchs impliquant la direction des grands clubs, des arbitres, des hommes d'AR et, bien sûr, des organisations criminelles. Les supporters organisés, qui devraient être de simples groupes de soutien, fonctionnent comme de véritables milices urbaines, chargées de recouvrer des dettes, d'extorquer des joueurs et même de procéder à des exécutions sur ordre. Le football italien, malgré ses titres européens et mondiaux, n'a jamais pu s'affranchir complètement du sale jeu des ombres qui manipule les coulisses. Vous êtes fan d'un club italien? Et si vous découvriez que le succès de votre équipe
préférés pourraient être basés sur des cartes marquées. Le système judiciaire italien, même s'il tente de se moderniser, souffre encore de lenteur, de bureaucratie et de corruption. Les procès contre les chefs de la mafia peuvent durer des décennies, et de nombreux condamnés pour des délits graves continuent de contrôler librement leurs empires derrière les barreaux. Les procureurs et les juges qui se distinguent dans la lutte contre le crime organisé vivent sous escorte armée permanente. Et des familles entières sont déplacées dans des villes éloignées pour éviter les représailles. La justice est lente, partielle et souvent imprégnée d'intérêts politiques et économiques. Les procès spectaculaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg d'un système judiciaire qui, dans de nombreux cas, sert le pouvoir plus que la loi. Toujours dans la sphère publique, l'éducation et la santé, piliers essentiels de la dignité humaine, sont souvent négligés, tandis que les ressources sont détournées vers des travaux hors de prix, des appels d'offres frauduleux et des projets qui ne voient jamais le jour. Les écoles et les hôpitaux publics manquent souvent de fournitures de base, les enseignants et les médecins sont soumis à des pressions politiques, et les étudiants et les patients issus de familles moins influentes attendent des mois avant d'obtenir des soins décents. Le fossé entre les élites qui fréquentent les établissements d'enseignement privé et les citoyens ordinaires qui dépendent de l'enseignement public ne fait que se creuser à mesure que l'État supprime délibérément des services essentiels. La technologie et l'innovation, qui pourraient propulser le pays vers l'avenir, sont également contaminées par le jeu des intérêts. Des startups prometteuses sont absorbées par de grands conglomérats liés à la mafia ou succombent à la bureaucratie et au détournement de fonds. Des professionnels talentueux émigrent en masse vers des pays d'Europe, des États-Unis et d'Asie, à la recherche d'un travail, d'une dignité et d'un avenir loin de l'oppression du système parallèle qui domine leur pays d'origine. Le cerveau italien, un réservoir d'ingénieurs, de scientifiques et d'artistes, est exporté vers d'autres nations, enrichissant les cultures étrangères alors que l'Italie se trouve de plus en plus à court d'esprit créatif. Enfin, les médias internationaux continuent de vendre l'image d'une Italie idyllique, avec des paysages bucoliques, une cuisine extraordinaire et une histoire fascinante. Mais la réalité est bien plus sombre. Derrière chaque photo d'un pizzaiolo souriant, chaque vitrine de mode à Milan, chaque but célébré dans les stades, il y a une machine de corruption, de violence et d'inégalité qui dicte les règles de la vie quotidienne. La lutte pour la justice, la transparence et la liberté est un combat quotidien, mené par des individus courageux qui, malgré la peur, continuent de dénoncer et de résister. Dans le prochain bloc, nous nous plongerons dans les méandres du crime organisé moderne en Italie, en explorant comment la 'Ndrangheta, la Camorra, Cosa Nostra et d'autres organisations ont adapté leur stratégie au XXIe siècle. Nous découvrirons comment la mondialisation a étendu la portée de la pègre italienne, en faisant un partenaire des cartels internationaux, des dictatures et des méga-corporations. Suivez-nous et découvrez les secrets qui vous attendent dans les coulisses de l'Italie. Le crime organisé moderne, quand l'ombre domine la lumière. Au XXIe siècle, le crime organisé italien a partiellement abandonné ses traditions rurales pour se réinventer et devenir l'une des forces les plus sophistiquées de la criminalité mondiale. La 'Ndrangheta, la Camorra, Cosa Nostra et Sacra Corona Unita forment un consortium souple et multinational, une sorte de holding de la pègre qui, derrière le folklore, fait tourner l'économie, manipule les marchés et remet en question le concept de souveraineté nationale. La 'Ndrangheta, considérée comme la plus riche des mafias italiennes il y a 10 ans, contrôle plus de 80% de la cocaïne circulant en Europe. Ces méthodes ont évolué. Aujourd'hui, les contrats sont conclus par téléconférence, les investissements se font via les crypto-monnaies et l'argent est blanchi par le biais d'œuvres d'art contemporain et de paris sportifs en ligne.
Les liens du sang restent cruciaux, mais ont cédé la place au recours à des spécialistes, avocats, comptables, programmeurs et même hackers internationaux sont cooptés pour mettre l'Empire à l'abri des enquêtes. Le trafic international ne se limite plus à la drogue ou aux armes, les personnes, réfugiés, immigrants, victimes de la guerre, servent de monnaie d'échange pour négocier avec les mafias africaines, asiatiques et latino-américaines. Les routes du trafic d'êtres humains passent par les ports italiens, facilités par des accords politiques et la corruption dans des secteurs stratégiques de la fonction publique. Récemment, d'importantes opérations de police ont mis au jour des systèmes de recyclage de fonds publics destinés à la reconstruction de villes frappées par des tremblements de terre. Des entreprises fantômes liées à des clans mafieux ont obtenu des contrats publics d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, pénalisant les vraies victimes et perpétuant les tragédies à leur profit. Et si l'argent de vos impôts finissait dans les poches de clans criminels alors que des villes entières sont menacées de famine, d'abandon et de destruction? Le crime organisé a infiltré les forces de police et le système judiciaire, les officiers de police, les inspecteurs et les procureurs sont soudoyés ou menacés, et les familles des fonctionnaires font l'objet de chantage. À Naples et à Palerme, les quartiers sont patrouillés par des soldats de la mafia qui imposent des couvre-feux, exigent la protection des commerçants et ont une justice parallèle, plus rapide et plus meurtrière que l'État lui-même. L'économie parallèle italienne est un monstre aux proportions continentales. Hôtels, restaurants, entreprises de construction et même systèmes agricoles sont utilisés pour dissimuler des profits illicites qui sont transférés via des paradis fiscaux en Suisse, à Malte, au Luxembourg et aux îles Caïmans. Rien qu'au cours des 5 dernières années, les allégations ont porté sur plus de 100 milliards d'euros d'actifs non déclarés. Feriez-vous confiance à un pays dont la grandeur culturelle est financée par l'argent des trafics, de l'exploitation et des meurtres? Le crime organisé agit également comme un innovateur social là où l'État est absent. Il distribue la nourriture, règle les conflits de voisinage, paie les funérailles et crée ainsi la loyauté et la peur. Les enfants apprennent les codes de la mafia avant même de savoir lire, et de nombreux jeunes considèrent le monde du crime comme la seule voie possible pour gravir l'échelle sociale. Bien que la technologie et la mondialisation aient modernisé le monde des AR, la terreur et la répression physique restent des armes essentielles. Sur le marché numérique, les truands investissent dans les startups de crypto-monnaies. Les fintechs et l'intelligence artificielle, non pas pour innover, mais pour blanchir de l'argent, pirater des banques, manipuler les marchés de paris en ligne et saboter des enquêtes financières. Le contrôle territorial de la pègre consolide les pratiques sociales de ségrégation. Les zones appartenant à des clans rivaux sont le théâtre de conflits armés, tandis que les quartiers pacifiés voient leurs écoles, leurs hôpitaux et leurs infrastructures repris par des projets qui servent à perpétuer l'influence criminelle. L'impact sur la culture est profond. La musique, les films et même la mode intègrent les symbole de la pègre, glorifiant la figure du mafioso, à la fois héros local et méchant national. Des séries comme Gomorrah ont acquis une notoriété internationale en décrivant fidèlement la violence quotidienne, la corruption et le cycle de la peur et de la loyauté. Il n'est pas rare de découvrir des histoires d'hommes d'AR honnêtes qui, en défiant la mafia, voient leurs AR détruites, leur réputation ternie et leur famille menacée. Certains fuient, d'autres résistent, très peu s'en sortent indemnes. Dans l'Italie d'aujourd'hui, des organisations civiles, des ONG et des associations de victimes s'élèvent pour réclamer la transparence, la sanction et la justice. Mais ce sont de minuscules voix face à la machine sophistiquée du crime organisé, qui établit ses propres règles, souvent plus strictes et plus respectées que les lois officielles. Les cas d'informateurs, les fameux pentiti, sont emblématiques.
Nombreux sont ceux qui optent pour la délation afin de sauver leur famille, vivant sous protection, isolés du monde, changeant d'identité, ce qui révèle le prix personnel élevé de l'arrontement avec le système. Malgré cela, la culture du silence, omerta, règne et la plupart des gens, par peur ou par confort, préfèrent ne pas dénoncer. Les ports italiens de Gioia Tauro et de Palerme sont considérés comme les frontières du crime mondial. Des conteneurs de drogue, d'armes et de marchandises volées entre eux sortent sous l'œil complice d'autorités douanières corrompues. Les lots de vin et d'huile d'olive, qui font la fierté de la tradition italienne, ont également été utilisés pour transporter de la drogue et des objets de valeur, faisant de la production artisanale une pièce maîtresse du puzzle criminel. Dans les régions méridionales, de nombreuses écoles luttent pour survivre dans des zones dominées par des clans, où des enseignants courageux apprennent aux enfants à dire non au crime et, pour cette raison, vivent sous escorte et sous la menace. Le travail des ONG et des projets culturels est essentiel, car l'exploitation du potentiel artistique des jeunes est considérée comme un moyen de les sortir du cycle de la criminalité. La mondialisation du crime a donné lieu à des alliances inhabituelles. Les mafias italiennes entretiennent des consortiums avec les cartels mexicains et colombiens, achètent des armes en Europe de l'Est et établissent des franchises en Australie, au Canada, aux États-Unis et même en Afrique de l'Ouest, des endroits où, autrefois, seuls l'art et l'architecture étaient exportés. Même le monde de la haute cuisine, symbole national, n'est pas à l'abri. Des restaurants récompensés par le guide Michelin ont déjà été fermés pour avoir été utilisés à des fins d'extorsion, de chantage auprès de clients fortunés et de blanchiment d'argent. Partenariat avec des gangs d'autres pays. Sur le plan culturel, des icônes nationales telles que Sofia Loren, Roberto Saviano, les écrivains Andrea Camilleri et Leonardo Sciascia sont des exemples de personnalités publiques qui ont remis en question l'histoire de la mafia et exposé le côté cruel du folklore qui enchante encore une partie de la population. De nombreux jeunes, inspirés par le cinéma et la littérature de dénonciation, ont formé des collectifs en ligne contre les systèmes de corruption, créant des réseaux de soutien mutuel et des plateformes de dénonciation anonymes, une génération attachée à la vérité. Il y a aussi les femmes du crime, les épouses et les filles, autrefois reléguées à des rôles secondaires, sont aujourd'hui à la tête d'opérations, contrôlant des sociétés, des banques clandestines et des alliances. Cette présence féminine a donné naissance à de nouveaux codes, plus stricts et plus meurtriers, rendant le système encore plus adaptable. Les collaborations policières transnationales, la création de bases de données européennes et les opérations comme main propre montrent que la criminalité s'est mondialisée et ne peut être combattue que par une coopération sans précédent entre les pays. Dans des régions comme la Sicile et la Calabre, les fêtes religieuses sont utilisées pour marquer la domination territoriale des familles mafieuses, qui font défiler des images de saints accompagnés de cortèges d'hommes armés en civil. Les autorités municipales participent souvent à ces événements, renforçant ainsi le pacte silencieux entre la foi, la tradition et le pouvoir criminel. L'implication du crime organisé italien dans les grands travaux publics a laissé des traces historiques, les grandes routes, les barrages, les métros et les stades construits au cours des dernières décennies ont vu leur budget surévalué par des consortiums mafieux, qui se sont assurés des profits fabuleux en détournant des fonds et en compromettant la qualité des travaux. À la périphérie des villes, des bandes de jeunes, idoles populaires sur les réseaux sociaux, reprennent les comportements et les codes des anciennes familles mafieuses, faisant du trafic de drogue un mode de vie et un modèle de promotion. Les documentaires actuels soulignent le risque de perpétuation de ce cycle en l'absence de réforme efficace et d'exemples positifs de la part des autorités publiques et de la société civile. Le tourisme noir, excursion dans les villes historiques de la mafia, visite de scènes de
Crime célèbre, dégustation dans des pizzerias contrôlées par des familles traditionnelles, génère des millions et renforce l'attrait culturel de ce côté obscur, ce qui rend encore plus difficile la lutte et la réinvention du récit national. Au-delà de l'Italie, les descendants des mafias ont migré, créé des factions transatlantiques et influencent aujourd'hui l'économie et la politique des grandes métropoles sur les 5 continents. La mondialisation, tant célébrée par l'économie formelle, a également démultiplié le pouvoir de la pègre des ruelles napolitaines et des arrière-cours siciliennes. En bref, le crime organisé moderne en Italie est une hydre à 1000 têtes, adaptable, cruelle et extrêmement rentable. Il n'y a pas une famille, un quartier ou un secteur de l'économie nationale qui n'ait été touché, directement ou indirectement, par son nombre. Mais comme tout empire, sa chute ne sera pas le résultat d'une action isolée, mais plutôt l'accumulation de petits actes de courage quotidien, dénonciation, résistance culturelle, éducation, justice et collaboration internationale. Résistance, culture et voix du futur. Au cœur d'un pays couvert par des siècles de culture, de pouvoir et de mafia, un nouveau mouvement commence à défier les ombres qui semblaient éternelles. Dans les rues ensoleillées, les universités, les réseaux sociaux et les collectifs de quartier, une génération se lève qui n'accepte plus le silence, l'omerta ou la coexistence forcée avec la peur. Le dernier bloc du scénario est consacré à la résistance, à l'espoir et à la réinvention de l'histoire dramatique et lumineuse de l'Italie. La nouvelle génération italienne, désenchantée par les promesses historiques et touchée par le chômage, l'immigration et la corruption, a décidé d'arronter les tentacules des anciennes structures avec des armes puissantes, la culture, l'éducation, l'activisme et la dénonciation publique. Des villes qui étaient autrefois le symbole de la peur, comme Palerme, Naples et Reggio de Calabre, accueillent aujourd'hui des mouvements étudiants, des organisations de défense des droits civiques et des associations de victimes de la mafia. De jeunes avocats ont créé des bureaux d'aide juridique gratuite pour protéger les témoins et les familles des victimes. Des professeurs d'université conçoivent des programmes d'enseignement qui démasquent la trame historique du crime, depuis l'école primaire jusqu'aux cours d'enseignement technique et supérieur. L'impact est immédiat, chaque étudiant qui comprend le mécanisme de la mafia se sent moins attiré par l'attrait du pouvoir facile et comprend le prix élevé payé par ceux qui entrent dans ce cycle. Avez-vous imaginé que la meilleure arme contre la mafia serait un cahier, une salle de classe et le courage de dire ça suait? Dans les banlieues de Rome et de Naples, des ONG promeuvent l'enseignement de la musique, de la gastronomie, de la littérature et du théâtre pour inspirer les enfants et les adolescents. Des projets tels que Libera, fondé par Don Luigi Ciotti, et Addio Pizzo remettent en question la culture des pots de vin en imposant des campagnes de boycott aux entreprises qui collaborent avec la criminalité et en récompensant ceux qui la dénoncent. Dans les écoles publiques du Sud, les enfants apprennent les risques réels de la corruption. Dans le Nord, les débats sur l'éthique et la culture politique créent un pont entre la tradition et le renouveau. La renaissance du cinéma italien, qui s'inspire des classiques tout en adoptant le langage cru d'aujourd'hui, a été un vecteur important de dénonciation. Des documentaires, des séries et des films continuent d'exposer la mafia et son influence, tout en éduquant le public et en rendant hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie pour la vérité. 2. Nouveaux réalisateurs émergent, prêts à briser des tabous longtemps intouchables. Des auteurs comme Roberto Saviano sont devenus des symboles de la lutte, leur production littéraire servant de guide dans les batailles juridiques et culturelles. La presse, historiquement menacée par le crime organisé, montre des signes de renouveau. Les blogs et les chaînes indépendantes animées par de jeunes journalistes
mettent en lumière des dossiers sur la corruption politique, des allégations de trucage, d'appels d'ohar et des témoignages de victimes, fournissant des informations qui échappent au contrôle des groupes puissants. Ces journalistes sont confrontés au piratage, aux menaces de mort et à la censure, mais ils bénéficient d'un soutien populaire inimaginable auparavant. Et si l'espoir italien venait des endroits les plus improbables, des classes pauvres, des rues de banlieue, des voix anonymes sur TikTok. Dans les coulisses de la culture, les artistes et les musiciens utilisent leur art comme un instrument de résistance. Les graffitis subversifs transforment les façades des bâtiments en appel à la liberté. Les rappeurs et les chanteurs pop régionaux expriment leur plainte dans des paroles qui deviennent virales sur les playlists de tout le pays. La production culturelle indépendante, auparavant marginale, se développe et gagne des théâtres importants, des festivals européens et des prix internationaux. Malgré les menaces, les ONG internationales collaborent avec les mouvements locaux, en finançant des campagnes d'éducation, en formant des leaders communautaires et en surveillant les zones vulnérables afin de garantir la protection de ceux qui décident de défier le statu quo. Des organisations telles que Mediterranea Saving Human, Emergency et Cittadinansativa se développent, utilisant la technologie pour cartographier les zones à risque et créer des réseaux de secours d'urgence. Les valeurs du passé prennent un nouveau sens: tourisme responsable, agriculture à petite échelle, entreprises engagées dans l'éthique, campagne pour la transparence des dépenses publiques. Les foires de produits biologiques dans les petites villes représentent le refus de familles entières de nourrir des gangsters avec le fruit de leur propre sueur. Dans le Nord, des coopératives de jeunes réaménagent des centres en ruine et transforment des espaces autrefois dominés par le trafic de drogue en zones de culture, de durabilité et de création collective. Historiquement marginalisées, les femmes italiennes occupent aujourd'hui des postes de direction au sein d'ONG, de collectifs de quartier et même de sociétés technologiques et financières multimillionnaires, réécrivant le rôle de la femme dans la lutte contre l'ancien patriarcat criminel qui dominait le monde interlope national. Les femmes écrivains, juges et politiciennes sont confrontées au machisme et aux menaces, mais elles ne restent pas silencieuses. Les cas de policiers et de magistrats qui ont refusé des pots de vin, d'enseignants qui ont fait l'objet de menaces pour dénoncer la corruption dans les écoles et de petits entrepreneurs qui ont défié le marché parallèle pour obtenir justice se multiplient, montrant que l'exemple individuel peut devenir une vague collective. Dans les fêtes populaires de Palerme, Naples, Bari et Catane, la religiosité prend un nouveau sens. Les cortèges autrefois dominés par les mafiosi cèdent la place à des manifestations pacifiques, des pancartes de dénonciation et des événements de solidarité. Les codes d'honneur du passé sont aujourd'hui remis en question par des jeunes qui ont le courage de nommer leurs oppresseurs, de témoigner publiquement et de réclamer justice. Les initiatives numériques donnent un nouveau soil à la lutte, des groupes WhatsApp relient les résidents aux autorités pour des plaintes rapides, des applications de transport alternatifs échappent à l'influence des chauffeurs de taxis mafieux, des plateformes de crowdfunding financent des plaintes, des campagnes publiques et des subventions pour les victimes d'extorsion et de violences domestiques. Le football, qui a été pendant des décennies une arène de blanchiment d'argent, de violence et de manipulation, voit aujourd'hui des clubs s'engager en faveur de la transparence, de la responsabilité sociale et de l'action communautaire. Les institutions créent des centres sportifs pour les enfants défavorisés, remplaçant la culture de la force par celle du fair-play et de la solidarité. Les supporters organisés, autrefois instruments d'intimidation, organisent aujourd'hui des campagnes de don du sang, de rénovation de places et de lutte contre le racisme. Les résultats sont déjà visibles. En 2024, les taux d'extorsion et de criminalité violente ont
Baissé dans plusieurs grandes villes italiennes, le nombre de plaintes anonymes a augmenté et les recettes publiques se sont accrues après la mise en œuvre des lois sur la transparence. Pour la première fois depuis des décennies, des enquêtes montrent que les jeunes font davantage confiance aux ONG, aux enseignants et aux associations culturelles qu'aux partis traditionnels. Outre la croissance sociale et culturelle, l'Italie commence à exceller dans les initiatives écologiques qui allient les anciennes traditions paysannes à l'innovation technologique. Des coopératives vertes. De nouvelles fermes urbaines voient le jour à Naples, Florence et Turin, transformant les toits et les places auparavant dominées par la négligence en jardins solidaires et en espaces de vie durables. Des chercheurs et de jeunes entrepreneurs investissent dans les énergies propres, les solutions de mobilité urbaine et la protection de l'eau à Venise, remettant en cause des décennies de corruption dans les marchés publics. L'espoir se transforme enfin en stratégie nationale, des conseillers et des députés nouvellement élus mettent en place des plateformes de transparence numérique, des plateformes publiques d'aide aux victimes et des réformes qui encouragent la dénonciation, la protection des témoins et le renforcement du journalisme d'investigation. Pour la première fois depuis la montée des mafias, les organes fédéraux de lutte contre la criminalité ont créé des groupes mixtes avec des associations civiles, des ONG et des experts étrangers. Le message de la Nouvelle-Italie est clair, le changement prend du temps, mais le cycle de la douleur n'est pas une condamnation à perpétuité. Chaque fresque, chaque leçon d'éthique, chaque plainte et chaque petite victoire rendent impossible le retour à l'ancien pacte du silence. Là où il y avait la peur et l'omission, la graine de la liberté est en train de pousser. L'Italie que le monde admire, du Colisée à la pizza, de la Renaissance à la mode, commence enfin à affronter ses propres fantômes. Le cycle de la peur est de plus en plus remplacé par celui de la créativité, de la culture et de l'engagement collectif. Le vieil empire de l'ombre résiste, mais il n'a jamais été confronté à une jeunesse aussi déterminée à changer son propre destin. Nous vous invitons à porter un regard neuf sur l'Italie, non pas avec les yeux d'un touriste, mais avec l'esprit ouvert de quelqu'un qui reconnaît les imperfections et apprécie le courage de ceux qui ne cesseront jamais de se battre pour un pays meilleur.